Renato, bon, j'ai sûrement d'autres questions, mais il y a deux questions de Renato, n'est-ce pas, que je voudrais juste évoquer, plus la vision du désir. Tu nous poses la question de savoir qu'est-ce que c'est que le suicide, si c'est une maladie judéo-chrétienne ou si c'est une solution japonaise. Eh bien, c'est probablement les deux, c'est-à-dire ici c'est une maladie judéo-chrétienne, mais au Japon c'est une solution. Au Japon, ce n'est pas une maladie, parce que quand même la dépression c'est une maladie rare au Japon. Non, c'est pas que c'est une maladie rare, c'est que le texte disait que, au fond, que les médicaments, les antidépresseurs n'avaient pas beaucoup de succès. Ils n'étaient pas suffisamment achetés. C'était ça l'idée. Donc le texte dit qu'il considérait la dépression comme une maladie rare au Japon, mais c'est parce que les antidépresseurs, les ventes ne montaient pas. Donc la question des boîtes pharmaceutiques... Ah, ce n'étaient pas les Japonais qui disaient que c'était une maladie rare. Ah non, c'est que ce sont les maisons pharmaceutiques. Enfin, d'après l'émission, n'est-ce pas, les maisons pharmaceutiques voulaient vendre davantage d'antidépresseurs. Oui, et ils se rendaient compte qu'avec le signifiant antidépresseur, ça ne marchait pas. Alors, ils se sont dit, ouais, mais c'est pas une maladie rare. En fait, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de la dépression, qui est une maladie grave, etc., mais qu'il s'agit d'un rhume. Et en mettant ça en perspective, même l'impératrice, que vous avez sûrement dû voir derrière cet empereur japonais, qui a vraiment l'air d'une grave mélancolie, elle a bouffé des médicaments contre le rhume de l'âme, et on l'a interviewé, ce qui est rare au Japon, qui est là. Et les ventes ont évidemment, je n'ai pas fait de commentaire, mais enfin, vous avez supposé que les ventes ont explosé, puisque au fond, tous les Japonais sont affectés du rhume de l'âme, comme nous tous. Enfin, depuis Sénèque, on sait que c'est comme ça, puisque tout ça. Alors, le suicide au Japon, à ce que j'ai cru comprendre, c'est une solution, si on regarde Mishima. Encore maintenant, même après le rhume de l'âme. Absolument. C'est la solution qui est privilégiée, enfin, lorsque l'honneur, enfin, lorsque la perte, n'est-ce pas, lorsque le manque, la perte, touche un de leurs idéaux principaux. L'armée, pour Mishima, vous rappelez l'histoire de Mishima. Actuellement, ils font de la prévention contre le suicide infantile et dans l'adolescence. C'est fort possible. Il doit y avoir plein de courants, j'imagine. Oui. Mais je parle. Voilà. Ma question, en fait, c'est ça. Je parle du courant. Jusqu'où ils s'occidentalisent? Bon, c'est-à-dire que ce geste, par exemple, quand on voit ce qui s'est passé en Tunisie avec le soi-disant printemps arabe, et ce qui s'est passé à Prague lorsque les chars russes sont arrivés, c'est-à-dire que cet événement qui signale la perte absolue de quelque chose, qui serait un objet à cause du désir, n'est-ce pas, et que cet objet s'effondre selon leur perspective, eh bien ça mérite qu'on s'arrose d'essence et qu'on mette le feu. Est-ce que c'est un suicide maladie ou bien est-ce qu'un suicide solution? C'est une solution, au fond, au manque supposé, en tout cas, on imagine, au manque supposé par rapport à un idéal aussi présupposé. Bon, alors, qu'on trouve que le suicide n'est pas forcément la meilleure solution pour parer au fait qu'on manque et qu'on est toujours au 1 et qu'il n'y a pas de rapport sexuel, je serais d'avis que c'est un peu poussé. Enfin, on n'est pas obligé de considérer que le suicide c'est la meilleure solution. Mais enfin, on raconte cette histoire de Lacan, n'est-ce pas, un patient lui disait, comme tu disais, vous m'avez dit quelque chose d'insupportable, je vais sauter par la fenêtre. Et Lacan lui dit, oui, mais vous devez me payer d'abord. Alors, au fond, c'est cette espèce de rapport complexe, au fond, entre l'imaginaire et le réel. Ce que j'ai essayé de mettre en perspective, et ça c'est la deuxième question, que le médicament, et c'est mon hypothèse, a davantage de rapport au réel, au rapport à la réalité plutôt qu'au réel. Pourquoi? Parce que on fait à croire que la science
a essentiellement un rapport au réel. C'est ce qu'on fait, nous fait croire. Et l'objectif, enfin, c'est-à-dire l'objet de la science, ce serait le réel. Ben, la clinique, la psychopharmacologie, en tout cas ce que nous enseignent les Japonais, c'est l'enseignement que moi j'ai tiré de leur manipulation de faire passer la dépression, de l'appeler la rhume de l'âme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le tour de passe-passe, enfin, se joue davantage autour de la question de la vérité et du mensonge. C'est-à-dire qu'au fond, la science a davantage un rapport à la vérité, et non pas au réel. Et alors, ce que j'ai essayé de tracer, enfin, de poursuivre, de traquer, c'était la notion de réel dans la psychanalyse. Est-ce que le psychanalyste, lui, il parvient à cette notion de réel. Et j'ai essayé de débusquer Lacan dans ses différents tourments, où il va chercher le réel, et finalement, il le trouve, semble-t-il, dans ce qu'il a appelé le par-l'être et la langue, c'est-à-dire le phonème, enfin, à partir de ce que Jacobson dit, c'est-à-dire le cri, enfin même pas le cri, enfin ces phonèmes éjaculés au fond par l'enfant, par le nourrisson, qui le baigne d'ailleurs, voilà, et ce serait ça qui formerait cet inconscient réel, qui échapperait au fond, qui serait d'une autre nature que l'inconscient fantasme, l'inconscient vérité. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer, que le médicament faisait son boulot, quoi. Il était tout à fait dans le mensonge, c'est-à-dire dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de chiasme fondamental entre mensonge et vérité. C'est le même combat. Oui, et est-ce que... Parce que, je veux dire, le fantasme est vrai, mais il n'est pas réel. Comme les opérations logiques sont vraies, mais non pas réelles. Par exemple, dans Aristote, vous connaissez ce syllogisme, n'est-ce pas ? Tout ce qui est rare est cher. Tout le monde peut dire oui, enfin, en effet, tout ce qui est rare est cher. Or, un cheval bon marché, c'est rare. Donc, un cheval bon marché, c'est cher. C'est parfaitement vrai. Mais c'est pas réel. Voilà. Alors, ça touche aussi la différence de la psychanalyse et de la psychopharmacologie. Dans quelle mesure la psychopharmacologie, elle est aussi loin du réel, parce qu'il me semble que la psychopharmacologie, elle cherche le réel, tandis que la psychanalyse, en tout cas en ce qui concerne le médicament, elle ne s'intéresse pas tellement au réel, mais beaucoup plus à la vérité. Eh bien, c'est ce que j'ai voulu m'inscrire en faux, n'est-ce pas, d'où c'est ce que j'ai essayé sur quoi j'ai essayé de réfléchir, à savoir, au fond, le fameux effet placebo, on le disqualifie, on en parle comme d'une dérision, comme quelque chose qui vient comme ça par des effets. Mais il est dans toutes les recherches. Bien sûr, et justement. Ça veut dire qu'ils le prennent très au sérieux. Mais absolument, mais tout en le dénigrant. Alors j'ai voulu le remettre à l'honneur en disant qu'on oublie que placebo, ça signifie je vais plaire, je vais te plaire. Et que l'opération de séduction, c'est ce que Freud suggérait dans les conseils qu'il donne aux médecins voulant pratiquer la psychanalyse. Il disait que la première règle, c'est de faire que le malade s'attache à vous. Mais pour qu'il s'attache à vous, il faut bien le séduire. Il faut bien lui plaire quelque part. Et que ce placebo s'adresse à travers le signifiant au corps jouissant, et on espère que cette opération, à travers le jeu de la vérité et du mensonge, va finir par nous amener au réel. Mais le médicament, dans ce cas-là, me semble-t-il, joue autour du plaire, n'est-ce pas, comme Daisy nous l'a très très bien montré, aussi bien avec sa grand-mère qu'avec sa patiente. Et il me semble que la psychanalyse tolère en quelque sorte cette sorte de quête éperdue de la vérité. Mais n'oubliez pas,
je rappelle un truisme au fond, c'est que Lacan a toujours eu la préoccupation de faire tarir cette chose, de la faire cesser, d'arrêter cet écoulement du sens. Il le dit dans Télévision aussi bien. D'arrêter ça. C'est-à-dire, il l'a nommé de différentes manières, point de capiton, point de ceci, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'une espèce d'articulation qui viennent faire réel, justement, fonction de réel, qui fait arrêter cet écoulement du sens qui provoque toutes les rhumes de l'âme que nous avons en nous et que nous devons traiter, n'est-ce pas? Donc, dans ce sens, je suis d'accord avec toi pour dire que la psychanalyse est bien obligée de partir de la vérité, c'est-à-dire de la vérité du fantasme. La psychanalyse est bien obligée de croire qu'un cheval bon marché est cher. Il ne peut pas dire non, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Mais s'il admet qu'un cheval bon marché est cher, il espère qu'il ne va pas en rester là. Et qu'il pourra aller un pas plus loin. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour répondre à ta question entre la vérité et le réel. Mais la question de la nomination du signifiant, oui. Justement, comment on désigne la maladie, comment on la décrit, comment on la nomme, c'est quelque chose de très important parce que quand le DSM est sorti, le DSM-5, il y a un reportage dans le temps. Et ils ont dit que le nom schizophrénie, justement, n'était pas accepté, ni au Japon, ni en Chine, ni en Corée du Sud. Et ils ont créé un terme pour dire, c'est décrire phénoménologiquement, c'est pas quelque chose de poétique comme rhume de l'âme, mais désordre de la coordination de la pensée ou problème d'accordage de la pensée. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'on pouvait être scindé en deux comme schizophrénie. Donc, mais il y avait un accordage de deux parties de la pensée, coordination, on dit bien, ou accordage, la question d'accord et désaccord de la pensée. Et que dans le DSM, pour ces pays-là, la schizophrénie est bannie, il n'y en a pas. Donc c'est cette description, donc la nomination, pour que aussi le patient ou celui qui souffre de ça puisse se loger, je pense, sous ce signifiant, c'est très important. Mais oui, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est-à-dire c'est ça, c'est le sujet supposé. C'est pas le sujet réel, hein. C'est le sujet supposé. Il est posé sous le signifiant. Donc, c'est ce sujet-là dont Lacan disait qu'il traînait son ineffable et stupide existence, n'est-ce pas? Parce qu'il visait, lui, Lacan, le sujet réel, c'est-à-dire cette affaire de corps, n'est-ce pas, qu'il va nommer corps, il va tourner autour. Et j'étais très, très ému en entendant cette introduction qu'il fait au séminaire de Caracas, lorsqu'il dit « Mes trois sont pas ceux de Freud, ce que Freud a inventé de mieux, etc. C'est pas son sac de billes, les pulsions, blabla. » Et après, il va faire allusion au corps. Et on imagine cet homme, il va dire d'ailleurs, à l'âge que j'ai aujourd'hui, Freud était déjà mort. N'est-ce pas? C'est extrêmement troublant tout ça, touchant. Et on a ce corps-là d'un vieil homme qui dit « Mais qu'est-ce que demande un corps? Ben, serre-moi dans les bras. » Donc, on a là quelque chose de troublant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on passe du sujet supposé, du savoir, enfin, l'inconscient comme savoir. Dit savoir, il n'y a pas, l'être se dérobe de tout ça, il n'y a rien là-dedans. Le sujet supposé, le sujet divisé, tout ça, c'est assez utile. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout ça à la poubelle, mais ce sont des notions que Lacan a agitées, c'est comme ça que je le lis, hein, je donne ma lecture, bien sûr, je ne fais pas Lacan universel, et que, au fond, ce qui était visé, c'est autre chose. Et que l'objet petit a fait miroir à un moment donné de cette chose qu'on a attrapée à un moment. L'objet petit a, tout le monde en parlait, la cause du désir, on le tient. Alors à un moment c'était la chose, n'est-ce pas? Das Ding. On l'a, Das Ding. Bon. Das Ding, on l'a. Voilà. On est en train de travailler et ça. Puis, Das Ding, on l'a. N'est-ce pas? Alors, chaque fois, on attrapait comme ça. On a le point de capitaux. Alors, au début, c'était l'accès au symbolique. Ça figurait comme une sorte d'initiation.
Il y avait ceux qui pouvaient accéder, puis ceux qui ne pouvaient pas accéder. Bon, tout ça a un côté comique, vu à notre distance, mais sérieux en même temps, parce que tous ces mensonges sont aussi vrais qu'ils sont mensonges. Et c'est ça la grande leçon qu'on apprend du côté de la vérité. Et c'est que ça que Lacan savait très bien. Mais le mensonge, là, ça sert à un usage. Ça a un usage. C'est un usage qui a des effets. Mais absolument. L'effet placebo, on ne peut pas contester que ça a des effets. Mais aussi le couple. Enfin, il paraît. Enfin, je me suis laissé dire que parfois même il y avait des jouissances là-dedans. Enfin, même un plus de jouir, paraît-il. Bon, j'ai pas expérimenté ça, mais chacun a les limites qu'il a. En tout cas, tu as essayé. Ouais, j'ai essayé, oui. Bon. T'as cru à ma grand-mère. Oui, j'ai cru à ta grand-mère, mais vraiment. Mais Je crois que François, elle... voilà, pardon, je termine moi mon. Écoute, c'était pour te dire quelque chose, parce que t'écouter ici, dans cet amphi de G.K. Doge que j'ai eu comme professeur de médecine, je repensais à la médecine et je repensais à mon propre trajet. Chacun écoute avec Bien sûr. sa subjectivité en me disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé de commencer avec de la pharmacologie. C'est-à-dire que juste ici, j'ai commencé en 77 à faire de la pharmacologie pendant 2 ans. Et cette discussion, au fond, j'ai passé de la pharmacologie à la psychanalyse. Peut-être que j'ai abandonné la pharmacologie. Ouais, Freud aussi. Hein? Freud aussi, il a passé de la Freud pharmacologie. et moi. Bon, j'ai pas... T'es en bonne Je compagnie. disais, mais qu'est-ce que c'est ce trajet? C'est-à-dire, et je trouve que ta construction permet de l'interroger de manière très forte. Parce que finalement, d'un côté, il y a l'aménagement du vivant, hein, c'est-à-dire qui n'était pas vraiment présent dans ton exposé. Mais il y a quand même l'effet du symbolique, de l'imaginaire, voire du réel, sur le vivant. C'est quand même une part que j'ajouterais à la construction, parce que si autrement, on allait laisser le vivant complètement de côté. Ah non, je suis entièrement d'accord. C'est tout à fait central, c'est-à-dire que je me souviens que Georges Peters, qui était mon prof de pharmacologie, décrivait qu'on a pensé que le premier médicament utilisé contre la tuberculose, la streptomycine, avait des effets aphrodisiaques. Pourquoi? Parce qu'on donnait la streptomycine, je vous conseille d'ailleurs si jamais on donnait la streptomycine, les gens dans les sanatoriums guérissaient, et puis ils étaient pris d'euphorie, il y avait des coucheries, des trucs incroyables, parce qu'ils retrouvaient la force et la vitalité. Donc en fait, il y a cet effet sur le vivant qui est important, enfin, qu'on peut traiter des maladies avec des molécules qui sont en même temps des inscriptions biochimiques de formules. Hein. Donc c'est quand même troublant que, au fond, le symbolique, l'imaginaire, quelque chose, l'inscription a un effet sur le vivant. Hein. Ça c'est le premier point qui peut-être n'était pas présent parce que j'ai l'impression que, au fond, tu as construit un grand système. Il y a un côté l'effet sur le vivant, les aménagements du vivant, et après il y a différentes fonctions du médicament, fonctions entre savoir et vérité, et puis il y a différents usages de la substance. Je distinguerai. Donc, aménagement du vivant, fonction et usage de la substance. Usage de la substance signifiant usage de la substance objet, comme tu l'as dit, on peut choisir, c'est peut-être les deux, objet de la substance partenaire, comme aussi Bézi l'a très bien montré, et chaque fois à décliner du côté imaginaire, réel, symbolique. Donc là, on a vraiment un intérêt immense. Enfin, je fais une publicité après coup pour ce séminaire. C'est-à-dire que quand Renato m'a dit pharmacologie et psychanalyse, je dis bon, Renato fait toujours des trucs bizarres, mais là, il y a juste. Là, il est fait fort. C'est extraordinaire d'avoir cette. Au fond, on est en plein dans Rio 2016 pour faire. Jacques Alamiller a convoqué le congrès de Rio 2016 sur l'inconscient et le corps parlant. C'est exactement la question. Hein. C'est que fond, on pourrait imaginer une présentation issue de ce séminaire parce que ça pose exactement l'inconscient et le corps parlant, la question du parler d'un côté, puis la question du sujet
Voilà. Donc ça, j'aimerais relever enfin la force de ce qui a été énoncé dans ce que tu as construit, auquel j'aimerais bien ajouter l'aménagement du vivant. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut dire au fond du médicament au bout de l'affaire? Parce que Daisy a eu raison de dire que c'est des paradoxes. C'est tout le temps des paradoxes, et finalement, tu le rappelais, moi je veux aussi parler de ça, du pharmacone, c'est-à-dire le pharmacone qui est poison et remède. Et là, je me suis trouvé l'autre jour, parce que au Comité consultatif national d'éthique, la discussion porte en France sur le suicide assisté. Qu'est-ce que c'est? Pas contre l'euthanasie et pour le suicide assisté. La Suisse est pour le suicide assisté, contre l'euthanasie. La Belgique est pour l'euthanasie et contre le suicide assisté. Parce que l'euthanasie, c'est l'idée qu'on transforme l'individu en objet et on décide s'il va vivre ou mourir, tandis que le suicide assisté, c'est l'acte d'un sujet. À partir de là, il y avait toutes sortes de savants dans cette comité d'éthique qui ont expliqué le problème des bonnes substances pour suicider. Et en fait, il y a des substances, ça met 3 heures. Des substances, ça fait 1 journée. Voilà. Donc il y avait tout un débat sur le bon pharmacone pour réussir son suicide assisté. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a un usage initial, paradoxal du médicament de vie, du médicament de mort, enfin vraiment qui doit être pensé. Et pour le penser, le petit dispositif que tu as proposé, il est excellent. Merci. Non, mais alors je suis absolument, mais 2000% d'accord avec toi sur l'introduction du vivant. Je l'ai évité parce qu'il y a une très belle phrase de Lacan qui dit qu'au fond, le réel, c'est ce qui va soutenir le vivant. Mais ça m'aurait entraîné à faire un commentaire. Enfin, parce que dès qu'on parle de vivant, on ne sait plus quand ça commence, quand ça finit, hein, le vivant. Justement, comme tu viens de le dire, celui qui meurt, est-ce du vivant? N'est-ce pas? Alors, il y a tous les débats autour du réel de l'avortement, par exemple, n'est-ce pas? Où les gens qui sont contre disent, oui, mais enfin, c'est du vivant. À partir de quand? Alors, c'est un terme que moi je manie avec beaucoup de prudence, parce que c'est entouré de tant de connotations. Et puis il y a des écoles, et puis, c'est-à-dire... ça participe parfois d'idéologie. Alors j'ai préféré accentuer, mais de manière très dure même, sur la notion de réel, pour l'opposer à la vérité, c'est-à-dire pour opposer le par-l'être, comme tu viens de le dire, au sujet divisé. N'est-ce pas que Lacan a passé du sujet divisé au par-l'être, qui est au fond le dernier sujet réel, au fond auquel le nœud broméen le convoque. Voilà. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais la question du vivant, la définition est compliquée parce que j'ai demandé donc ceux qui faisaient Sciences de la vie qu'est-ce que c'est que le vivant, et puis ils ont dit qu'il y a 2 écoles. Donc une école qui considère par exemple c'est tout ce qui se reproduit sexuellement, pas sexuellement, tout ce qui serait produit sans l'être dans notre organisme. Alors, dans cette école, c'est-à-dire, le virus n'est pas vivant, puisqu'il a besoin d'un corps pour se reproduire. Mais il y a toute une autre orientation qui considère le virus vivant, parce que bon, il est parmi nous, et puis il nous fait vivre des choses pas possibles. Et en plus, il est maintenant utilisé comme vecteur, comme transporteur de protéines, enfin de médicaments, donc on l'utilise, etc. Donc est-ce qu'il est vivant ou pas vivant? Et puis j'étais en train de discuter avec un physicien qui travaille avec la biologie, avec l'application de biologie, cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'il a dit, Alain? Il a dit que le virus était une machine biologique, donc il a utilisé le terme machine biologique très performante. Donc, il considérait que c'était pas vivant non plus. Donc, tu vois, quand on parle vivant, actuellement, c'est vrai qu'on ne sait pas où donner la tête. Mais dans le fond, disons, nous... le réel en psychanalyse, on a autant de peine. Oui, exactement. Mais disons, on admet le vivant comme, non pas avec ces discussions épistémologiques, mais disons comme ce qui nous paraît comme ça à partir du pif, quoi, de l'intuition qu'on en a. Oui, de manière sartrienne.
de manière C'est sartrienne. la mort ne pourra pas vivre. Glissez mortel, n'appuyez pas. Il y a eu un article dans le New York Times aujourd'hui qui est un nouveau style de funérailles aux États-Unis. Je te l'ai envoyé. On met en scène le cadavre. Donc on prend une des photos qu'il y avait, c'est une femme qui était assise à sa table avec une cigarette et une canette de bière avec tous les objets qu'elle aimait bien autour d'elle et que les gens qui viennent faire ces dernières viennent voir cette femme assise à la table ou un autre jeune garçon qui aime bien jouer au basket, qui est dans ses habits de basket, debout dans une mise en scène. C'est Madame Tussaud à la maison. Ah. C'est do it yourself. Mais c'est le vrai cadavre. C'est des vrais cadavres, oui, c'est pas en cire. C'est pas en cire, c'est pas en cire. Comme dans une vitrine, dans une. Mais dans Et la après, Non, après on fait une pyramide. Non, parce qu'il y avait ce monsieur qui injectait du polyuréthane, enfin, dans les cadavres, dans les parties de cadavres, et qui a explosé. Comment il s'appelait? Il a fait l'exposition ici en Oui, Suisse. la balle, et puis Ça, Non. je ne sais pas. Mais C'est ça, impressionnant, donc du cheval, enfin beaucoup d'animaux. Hein. Comment il Mais s'appelait? sur les cadavres, sur les. Ah non, Damien Hirsch. Ouais. Damien Hirsch. Damien Hirsch, Oui, oui, oui. non, mais c'est pas des C'est un Non, cadavres. non, c'est Ah ça. non, c'est de la non, cire. non, non. Ah, c'est C'est quelqu'un quand C'est- quelqu'un qui meurt. Non, non, c'est pas ça. Oui. Non, non, lui, c'était des cadavres qui Ah. injectaient une substance. Mais oui, c'est ça. C'est... Non, non, et puis Mais il des exposait, squelettes, c'est pour ça que surtout je des dis que- les Je cadavres pensais que enlevés c'était de de leur l'art chair. Ouais, c'est de l'art contemporain, en fait. Comment il C'est de s'appelle? l'art contemporain, Oui, d'une certaine son manière. nom. Je sais plus. Voilà, je crois que je réponds. Bon, On est allé loin. Maintenant, on va manger. Oui, on a faim. Alors, je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment du bon boulot. Merci.